À la suite de BFM Story, c'est le face-à-face. Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, bonsoir. Bonsoir. Face à Patrice Bessac, le porte-parole du Front de gauche. À l'instant, on montrait Jean-Luc Mélenchon et Hervé Morin à la raffinerie de Petroplus. Le défilé politique continue. Excusez-moi, mais c'est pas un peu ridicule? Surtout, ce qui est ridicule, c'est que des gens qui sont en responsabilité, ou qui l'ont été dans la période très récente, Hervé Morin en fait partie, viennent se pavaner, viennent pleurnicher alors qu'ils auraient pu l'éviter. Ça, c'est vraiment ridicule. Parce que, excusez-moi, dans l'affaire de la raffinerie, que le pétrole, les huiles dont on a besoin en France, soient produites ailleurs, au mépris des règles sociales et des règles écologiques, on est quand même dans l'absurdité du laisser-faire du marché. Donc Morin, il avait qu'à ouvrir sa bouche lorsqu'il était en responsabilité. Il a soutenu Sarkozy, il a soutenu ce gouvernement. Ils sont au pouvoir depuis 10 ans. Qu'ils s'en aillent, ils n'ont rien à faire. Alors, il faut être honnête, ce sont les syndicats qui ont invité les candidats à l'élection présidentielle. Bon, enfin, ils ne se sont pas fait prier pour y aller à Petroplus. Oui, de toute façon, cette agitation médiatique m'a toujours paru assez dérisoire. C'est vrai qu'aller se montrer, essayer de récupérer des voix dans ce type de circonstances, en effet, pas grand sens. Mais bon, c'est le fond de l'affaire qui est important. En même temps, les grévistes, pas la présence des politiques. Mais les grévistes ont raison de faire comme ça, parce que finalement, pour eux, c'est formidable. Toutes les caméras sont là. Ça fait partie de la médiatisation. Ça fait en effet, comme vous dites, les caméras sont là, mais c'est pas le fond du dossier. Sur le fond du dossier, l'État doit intervenir pour sauver Petroplus, parce qu'il y a plus de 500 salariés en jeu. Écoutez, moi j'ai toujours le sentiment que quand l'État intervient, c'est à nouveau des moulinets médiatiques. Je ne suis pas sûr qu'ils soient capables véritablement de sauver une entreprise. C'est l'éternel problème. Que peut faire l'État par rapport à ça? Je ne suis pas certain qu'il ait véritablement des marges de manœuvre réelles. Sur le fond du dossier, il y a d'abord des voyous, des bandits, Shell, qui ont vendu la filiale Petroplus à une autre entreprise pour leur faire le sale boulot. Qui va payer la dépollution ? Qui va payer le plan social? C'est ce que voulait éviter Shell. Donc il y a d'abord du grand banditisme dans cette affaire et il faut que la loi intervienne. Donc ça va aboutir à de nouveaux blocages de raffineries la semaine prochaine, c'est ce qu'on annonce du côté de Rouen. Mais, oui, c'est normal. C'est normal. Enfin, le conflit des raffineries est pas si lointain. C'est normal que les gens se défendent. Et en plus, ils se défendent au nom d'un principe juste. Est-ce que nous devons, en France, produire l'essence et les huiles dont nous avons besoin? La seule logique du système, c'est rechercher le salarié le plus mal payé. Donc on va produire à 10 000 km l'essence dont on a besoin ici pour rechercher le salarié le plus mal payé. C'est de l'écologie que l'on sacrifie, c'est du social qu'on sacrifie. À un moment donné, le tout marché, ça va. L'État, il doit assumer ses responsabilités. Les politiques, c'est pas juste fait pour dire on peut rien. Alors, c'est vrai que l'actualité sociale est très chargée en ce moment parce que c'est la crise. Il y a 4 millions de chômeurs et puis il y a des entreprises qui sont en difficulté. Petroplus et puis Sifrance. C'est le feuilleton. Il va se terminer lundi. On parle beaucoup de la responsabilité aussi des syndicats de la CFDT locale qui auraient été jusqu'au boutiste dans ce dossier. Vous l'avez suivi, Luc, ce dossier? Non, j'ai pas suivi. Je ne suis pas compétent sur le dossier. J'ai cru comprendre que ce qui était le projet aujourd'hui en discussion, c'est au fond un projet d'autogestion, si je comprends bien, c'est de reprise par les salariés eux-mêmes de l'entreprise. Oui, une scope. Voilà, bon, si ça marche, tant mieux. Moi, je suis ravi. Il faut les aider, alors, parce qu'ils demandent une aide publique, ils ont besoin d'argent. Oui, mais ils ne veulent pas faire de plan social. Et le but de l'opération, c'est d'éviter un plan social. Parce qu'encore une fois, on peut reprendre tous les salariés, 880 CDI. Mais, si vous voulez, le problème de fond dans ce type d'affaires, c'est que, et là, il y aura certainement un grand désaccord entre nous, qu'une entreprise soit dirigée par un collectif, par un soviet, par un conseil ou par un chef d'entreprise, ça ne change strictement rien. Les règles du jeu sont les mêmes. Les règles du jeu sont les mêmes. La compétitivité. Et donc, voilà, que ce soit les salariés eux-mêmes qui soient finalement obligés de faire un plan social. On a vu ça dans des grands journaux comme Libération, par exemple, ou que ce soit le patron lui-même qui le fasse. À partir du moment où vous êtes dans un jeu de concurrence mondialisée, les règles du jeu sont, hélas, si je puis dire, les mêmes. Et donc, le problème n'est pas tellement de savoir qui va diriger l'entreprise que de savoir quelles sont les contraintes qui pèsent sur elle. D'abord, il y a des très mauvais soviets qui dirigent les entreprises. Ça s'appelle des actionnaires. Ça bosse pas et ça pique beaucoup d'argent aux entreprises. C'est pas le problème de Sifrance. C'est pas le problème de Sifrance. Je réagissais à l'affaire parce que le gros problème de notre économie, c'est que quand même, banque plus marché financier, ça prend beaucoup d'argent au travail aujourd'hui et c'est le problème essentiel. Sur Sifrance, il y a deux problèmes. Le premier, si on s'intéresse un peu au marché, tout le monde sait
que ce soit l'entreprise concurrence de Sifrance, ou la SNCF via Eurotunnel, on sous-évalue le prix du fret. Donc tout le monde vend en deçà du prix et ensuite on demande de le renflouement par les caisses de l'État, soit de la SNCF, soit de P&O, soit de Sifrance. Donc les entreprises ne payent pas le coût réel du fret. Et le deuxième problème, c'est qu'il n'y a plus de politique industrielle. Sifrance, il faut accepter le projet de Scope, il faut le financer via le crédit bancaire, et là, on a un vrai problème. Il faut reprendre tous les salariés. Oui, et on a un vrai... Et ça marchera, forcément. Mais c'est une entreprise qui est viable. Bah non, sinon il n'y aura pas de difficulté aujourd'hui. Il y a eu des difficultés qui sont liées à une mauvaise gestion. Je ne sais pas si vous le savez, Olivier Truchot, mais la SNCF, qui est à 100% actionnaire de la filiale, aujourd'hui, ces petits camions qu'elle fait passer au-delà de la Manche, parfois, elle utilise la concurrence plutôt que Sifrance. Donc il y a un système qui est absurde. Mais le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne paie pas le coût réel du fret. Et donc, toutes les entreprises du secteur sont en situation de déficit. On verra ce que décide le tribunal lundi. Avant de parler d'éducation et des propositions de Nicolas Sarkozy et celle aussi de François Hollande, là il y a deux projets qui s'affrontent, je voudrais quand même qu'on s'arrête un instant sur celle qu'on a célébrée aujourd'hui, Jeanne d'Arc. Ah oui, Jeanne d'Arc. Oui, c'est l'anniversaire. Et alors, ça déclenche une polémique. Qui récupère Jeanne d'Arc? À qui appartient cette figure mythique de l'histoire de France, Luc Ferry? Olivier, soyons sérieux, je dirais. On vient de voter une loi sur un génocide atroce qui a eu lieu en 1915. Maintenant, on revient 6 siècles en arrière. Et pourquoi pas, à quand un grand débat national sur Ramsès II? Je veux dire, franchement, on n'en a rien à foutre. Ce qui est quand même hallucinant, c'est que... Ou Jeanne d'Arc, ça ne vous intéresse pas? Mais c'est pas ça. En soi, ça peut m'intéresser, mais c'est pas le débat politique. Il y a 9 millions de personnes qui, aujourd'hui, en France, vivent avec moins de 800 € par mois. On est dans une crise de l'Europe comme on n'en a jamais connu depuis la création de l'Europe. On a 1000 questions à aborder dans l'avenir et on est en train de ressasser des lois mémorielles, des devoirs de mémoire, des célébrations, des cérémonies qui, encore une fois, pour les historiens peuvent être éventuellement intéressantes, mais dont, encore une fois, pardon d'être un peu grossier, on a strictement donc rien à foutre. Donc le président n'aurait pas dû aujourd'hui aller dans les Vosges? Encore une fois, cette manie de ressasser le passé, je ne critique pas ici le président en particulier, mais cette espèce de capacité qu'on a à réinventer des polémiques qui n'ont absolument mais aucun rapport avec rien de ce qui nous intéresse véritablement sur le plan politique aujourd'hui, ou même sur le plan philosophique, ou sur le plan intellectuel. Franchement, c'est assez hallucinant, oui. Le Front de gauche se sent proche de Jeanne d'Arc, parce que Nicolas Sarkozy a dit tout à l'heure, elle n'appartient à aucun parti politique. Elle appartient à la pucelle, appartient d'abord à l'histoire, et elle est une figure de la résistance. Du peuple qui se lève pour résister, mais il y a dans il y a dans tous ceux tous les visages de Jeanne d'Arc oui, existent. Parce que d'un côté on dit qu'elle est ultranationaliste et vous dites que c'est une gauchiste, quoi. Mais au-delà de la discussion sur le symbole, il y a évidemment dans ce qui s'est passé aujourd'hui l'affaire politicienne. C'est-à-dire Nicolas Sarkozy a besoin des 20% du Front National pour être réélu s'il le veut, s'il peut encore l'espérer, président de la République. Donc, il est en train de capter un symbole et de faire écho à ce qu'a fait le Front National. C'est l'évidence. Ce que fait également Marine Le Pen. Oui, mais c'est l'évidence. Il joue avec Marine Le Pen. Il joue avec cet électorat. Nous rentrons dans ce jeu. Ça n'a pas mais la deuxième chose, c'est que moi, ce qui m'amuse, c'est est-il légitime? Moi, je trouve que la manière dont il s'est comporté ces dernières années, à être le sort du ministère de la parole sur le plan international, pour ensuite, n'est-ce pas, jouer comme un petit toutou dans les instances internationales et européennes, franchement, il aurait pu être une figure plus intelligente de la résistance. Il ne l'a pas été. Alors, et c'est ce qui on va revenir sur les propositions actuelles du président Sarkozy qui s'affrontent sur ce sujet à celle de François Hollande concernant l'éducation nationale. Nicolas Sarkozy laisse entendre que finalement les profs ne travaillent pas assez et qu'ils pourraient travailler davantage, mais au sein même de l'établissement scolaire. Vous fûtes ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry. Est-ce que c'est une bonne idée ? Sincèrement, je ne pense pas. D'abord, la question n'est pas de savoir si les profs doivent être plus présents dans l'établissement. La question est de savoir s'ils doivent faire plus d'heures de cours. Parce que si on veut, encore une fois, faire, puisque c'est toujours l'enjeu, les payer mieux, ça suppose à moyen constant qu'ils fassent plus d'heures. C'est 18 heures pour un prof certifié, 15 heures pour un agrégé. 15 heures pour un agrégé. Or, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, si on décidait ce genre de mesures de manière impérative, en l'imposant, en disant, voilà, on va changer le statut des professeurs, je ne sais pas, les certifiés feront 22
22 heures, les agrégés feront 18 heures ou c'est quelque chose souhaitable comme ça. Non, si on décide de l'imposer, moi je prétends que ça aura un effet pervers terrifiant, c'est que ça aggravera terriblement le problème numéro 1 du recrutement des profs dans le secondaire, c'est la crise des vocations pour l'enseignement. Il faut savoir que dans toutes les disciplines où les professeurs qui ont bac+5 peuvent aller faire autre chose que de se faire martyriser par des potages à la frontière belge, eh ben, ils vont ailleurs. Et donc aujourd'hui, on ne trouve plus de profs de maths, ou on ne trouve plus de profs de sciences, etc. Ou plus donc de profs ça va d'anglais. dégoûter encore donc, plus si vous les l'imposez, vocations. voilà. Or, comme c'est un métier qui est très difficile, qui est très mal payé, pardon là aussi, mais il faut arrêter d'emmerder les profs. En revanche, si vous ne l'imposez pas, Enfin, qui et est que vous le très difficile proposez... partout. Non, oui, mais quand même, c'est un métier qui est devenu très difficile et très mal payé. Vous savez ce que gagne un professeur aujourd'hui? Un jeune professeur, un maître de conférence qui débute à l'université, qui a 1 800 € par mois. Bon, c'est pas des nabas. Si vous ne l'imposez pas et que vous le proposez, quand vous regardez la sociologie du corps professoral, vous apercevez qu'il y a très peu de chances pour que ça marche. Parce que, notamment au collège, il y a beaucoup de femmes qui sont souvent mariées avec des cadres, avec des hommes, des maris qui ont des salaires qui ne sont pas négligeables. Et au fond, beaucoup d'entre elles n'auront pas envie d'échanger contre une poignée d'euros, disons, un agenda qui est tout de même relativement confortable encore aujourd'hui, qui est la compensation du mauvais salaire. Ce qu'a dit 90% Luc Ferry, je suis d'accord. J'ajoute 2 choses. Un, c'est ça, l'argent. On veut, à travers cette réforme, en réalité, faire en sorte que l'éducation nationale, le coût d'un prof, ça coûte moins cher. Et donc, on veut, pour certaines écoles, au hasard ceux qui sont dans les quartiers populaires, etc., le professeur, ça coûte moins. Et deuxièmement, quand je vois, par exemple, au lycée Condorcet à Montreuil, ces équipes éducatives sur un lycée qui mêle le général, le professionnel, le technique, faire bloc, être ensemble, bosser, jouer collectif, et ça réussit, on amène les mômes à la réussite. Tous ces machins qui veulent opposer les profs les uns les autres, les individualiser, leur donner des notes, etc., ça mène à l'échec. Et donc c'est encore de la parole verbale, c'est une manière de nous mettre les uns contre les autres. Vous avez 5 secondes pour nous présenter ce gros bouquin. Vraiment. Alors, je le recommande, Bertrand de Saint-Vincent, qui a fait une publication de tous les grands écrivains qui ont publié dans le Figaro entre 1836 et 1941. Parmi lesquels notamment, il y a un texte de Zola sur les Juifs qui est vraiment génial. Il y a une nouvelle de Maupassant sur l'histoire du mariage d'amour qui est grandiose. C'est vraiment merveilleusement bien fait. Je dis rarement ça, mais si vous l'achetez, ce livre, vous ne serez pas déçus. Merci messieurs, je vous souhaite un bon week-end. Je vous laisse entre de bonnes mains puisque c'est Marc Audement qui arrive et qui reviendra notamment sur le scandale des prothèses mammaires PIP. Très bon week-end à tous sur BFM TV.